Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce 67e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, pour m'accompagner, mon ami Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine, salut les auditeurs. Alors Silvano, ce soir, plein de monde. T'as vu, là, je suis déjà tout à fond. On va avoir Jérôme Maury qui nous a fait un super article dans le dernier Top Secret que voici. Nous aurons... Lily-Oz, bien entendu, Aurore qui sera là aussi, Philippe il sera là aussi, et une nouvelle chroniqueuse que nous avons déjà enregistrée, qui est ton amie Amel, qui vient venir nous parler de lithothérapie. Voilà. Et donc, comme on n'a pas de temps à perdre aujourd'hui, quoi de neuf sur EAT? Beaucoup de choses à la fois. C'était une semaine très dure. J'étais pas beaucoup là en fait, cette semaine sur UAT. Mais j'ai pu noter quelques petits trucs assez sympathiques, notamment quelqu'un qui vient poster le livre, tu sais, de Jean-Claude Bourret et Jean-Pierre Petit sur leur dernier livre en disant tiens, je veux m'acheter ce livre-là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, acheter quoi, à la poubelle direct. C'est l'ufologie des années 70, rien, à l'horizon, rien de neuf, honnêtement, franchement. Ça y est, on va se faire des copains encore, allez. Mais oui, mais moi, tu sais, tu me connais, je dis ce que je pense. Au fait, tiens, en disant que je dis ce que je pense, ça fait on a oublié de fêter nos un an. Ça fait plus d'un an que j'anime les chroniques de Miasme TV, je m'en souviens encore, c'était en septembre 2016. C'est vrai. Tu te rappelles, t'étais tout timide, tu lisais ton prompteur comme ça. Non, timide, j'étais pas. Je disais toujours ce que j'avais en tête. Et c'est vrai que ça fait plus d'un an de Miasme, ça fait aussi plus d'un an ça va faire 2 ans de UAT. Et j'ai observé un truc, alors je le dis pour rassurer tout le monde, pour qu'il souffle et tout. Je suis pas ufologue, je suis chef d'entreprise, je n'ai rien à vendre, parce qu'il y en a, tu sais, ils sont un peu stressés du bulbe. Mais par contre, je suis un passionné de recherche, un passionné des chercheurs. Eux me passionnent vraiment. Alors évidemment, je sélectionne entre les illuminés et puis les bons. Et donc, j'ai des coups de foudre pour certains chercheurs. Et au fil de tout ce temps-là, j'ai déjà noté que, bon, c'est certes que ça fait 2 ans que je critique l'ufologie française parce qu'elle est au niveau un peu bas, on va dire, pour être gentil ce soir. Mais j'ai noté que j'ai l'impression vraiment que c'est un groupuscule, quoi. C'est un groupuscule qui se tient entre lui, qui dialogue entre eux. Ils n'aiment pas tellement les nouveaux arrivants. Alors moi qu'on n'aime pas, c'est sûr, parce que j'envoie la sauce. Mais je te donne un exemple. Je ne sais pas combien de fois dans tes émissions, je t'ai montré ce livre-là, de Corrado Malonga, l'UFO nella mente. Oh, si tu gagnais 1 euro à chaque fois que tu l'as montré, tu serais millionnaire. Voilà. Alors, c'est une réédition qui est parue en 2016. Le premier, ce tome, en fait, de Corrado est paru il y a déjà 20 ans. 20 ans, t'imagines, Antoine? Donc, pour te dire déjà l'avancée d'autres ufologies, italiennes là, mais c'est pas parce qu'elle est italienne, parce que Corrado est un chercheur extraordinaire. Et je n'ai eu cesse de te dire, je ne sais pas combien de fois, je ne comprends pas pourquoi ce livre n'est pas traduit en français. Et tu m'as même proposé de monter une maison d'édition pour traduire les livres que je te présentais. Au final, c'est pas une si mauvaise idée, comme toutes les idées que tu as, Antoine. C'était pas une si mauvaise idée. Et donc, je me suis battu parce que lors de la première édition, il y a 20 ans, il s'est quand même vendu, il y a 20 ans, à 35 000 exemplaires. 35 000 exemplaires, ça fait rêver plein d'auteurs d'ufologie en France. Et d'auteurs tout court, tu sais qu'aujourd'hui un best-seller c'est 5000 pour ainsi dire, exemplaires. Donc, Eh ben, tu vois. Et donc, je me suis un petit peu battu pour que ce livre soit publié en même temps que celui de Pietro Buffa, qui était un petit peu plus neuf, les gènes manipulés d'Adam. Et je m'étais mis en relation avec des éditeurs pour leur expliquer que c'est ça, les livres qui sont bien à traduire. Et donc, un éditeur m'a écouté, je lui ai envoyé des vidéos, on a dialogué, blabla, blabla. Et donc, il était enchanté, il m'a dit, grâce à toi, je vais publier 2 super bouquins, c'était génial, fantastique, merveilleux.
Donc, évidemment, j'avais demandé l'autorisation à Pietro et puis à Corrado. Pietro était enchanté. Corrado, il a dit, écoute, je t'envoie à sa méthode, Corrado, je t'envoie le nom de mon éditeur, tu te débrouilles avec lui. En gros, j'en ai rien à faire. C'est pas qu'il n'en a rien à faire, c'est qu'il est content, mais voilà, quoi, il court pas après. Donc, j'avais plus de nouvelles, moi. Un petit peu la même chose que la même chose que la chercheuse avec Mauro. Et l'autre jour, sur UAT, je vois de nouveau quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, je voudrais acheter des livres », et puis il y avait plein de livres dedans, et puis que je vois ça, hop, Les ovnis de l'esprit de Corrado Malanga. Donc je vais sur Amazon, et il est présent depuis le 8 septembre. J'étais un petit peu... à la fois j'étais très content, mais deuxièmement, je lui dis « l'éditeur, il était sympa, quoi ». Il aurait moins faire un petit truc, un petit message en disant bah, coucou, le livre il a été traduit. Et donc, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je m'empresse de le commander, hein, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et j'étais surpris par le titre. Parce que là, tu vois, en italien, c'est l'UFO nella mente. Et nella, ça veut dire dans l'esprit. Les ovnis dans l'esprit. Ici, tu as les ovnis de l'esprit. Alors, je me dis, déjà, il y a un malaise sur le titre, quoi. J'ai pas tout lu encore, mais ça a l'air bien à l'intérieur. Mais je dis, mais pourquoi ils ont transformé le titre? Un, il dit les ovnis dans l'esprit, et l'autre, c'est les ovnis de l'esprit. Ça change quand même pas mal de choses, surtout que c'est assez simple à traduire. Et puis alors, j'ai vu que dans la préface, on y parle de Balmire, du Céro, de l'hypno du Céro, de Stéphane Alix, d'un type dont je ne me souviens même plus le nom, je l'ai noté quelque part, je ne sais même pas qui c'est. Ah oui, si, j'ai fait des recherches. C'est un type qui a écrit un livre sur l'ovni d'Alien, l'entité de Roswell, Jean Librero. Chose que je t'ai déjà hurlé 12 milliards de fois en disant mais comment on peut croire à cette histoire de l'infirmière de Roswell qui a canalisé l'entité de Roswell. Et nulle part dans le livre, on y fait référence au site français de Corrado Malanga, et qui est bien plus en avance. Alors je ne sais pas si les gens qui ont signé la préface de ce livre ont lu le livre avant, parce que ils vont être un petit peu décousus. Parce que c'est un autre monde, hein. Ça n'a rien à voir, le Céro avec Corrado Malanga, et on est à 1000 milliards d'années-lumière. Mais attends là, Silvano, allons droit dans les faits. Le livre, il a été édité du coup par Christelle Seval ou pas? Parce que c'est ça la question, oui? Oui. D'accord, et tu es en train juste de dire, de régler un peu tes comptes comme ça, effectivement en disant que sur Miasme, depuis quasi un an, tu en parles régulièrement, que tu as mis Christelle en rapport et que pas un mot, rien, c'est ça? Je m'en fiche comme de l'an 40. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que Corrado Malanga, c'est une philosophie, c'est un chercheur, c'est un travail très précis, très pointu, surtout sur l'hypnose. 3500 cas d'hypnose, je ne sais pas combien de fois je te l'ai répété. Et donc, traduire Malanga, c'est parfait, 20 sur 20, j'applaudis des deux mains. Mais traduire Malanga en modifiant le titre et surtout en faisant faire les préfaces à des gens qui n'ont strictement rien à voir avec Malanga, sans citer Malanga, sans citer le site français de Malanga sur les abductions, là, je pense qu'il y a un malaise certain, quoi. Donc, mon message, c'est acheter le livre, parce que le livre, c'est un must. Déchirez les 2-3 pages de préface, mettez-les au feu pour allumer le feu, c'est l'hiver qui arrive bientôt. Pas l'hiver de rock, hein, le vrai hiver. Et donc, mais franchement, c'est ça, quoi. C'est là que je me dis qu'il y a un truc qui cloche, quoi, dans l'ufologie française. On dirait qu'il y a une petite caste là qui veut rester entre elles, et puis rester Stéphane Alix, Jean-Claude Bourret, Jean-Pierre Petit.
arrêtez, quoi. Alors, arrêtez, c'est juste has-been, complètement has-been. Je pense que les gens qui ont écrit cette préface n'ont pas lu Malanga quand ils vont le lire, parce qu'elle cite l'hypno-du-cerveau. Quand l'hypno-du-cerveau va lire le livre, il va transpirer, quoi, parce que c'est pas du tout ses méthodes à lui, quoi. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Donc, comme ça me gave, et que j'ai d'excellents rapports avec Corrado, on va se faire un face-à-face, lui et moi. Son agenda est chargé, mais on va essayer de le faire mi-novembre, entre mi-novembre et mi-décembre. Voilà, et là, ça va être une superbe émission. T'as déchiré la préface? Non, je l'ai pas déchiré la préface, mais je vais le faire. On ne déchire pas les livres. Et je pense que c'est pas notre invité du jour qui va me contredire, qui est l'auteur Jérôme Maury. Salut Jérôme. Salut Antoine, salut Sylvano. Qu'est-ce que t'en penses? On déchire les pages? Je sais pas, je viens de prendre la conversation en cours, mais chaque livre est bon à garder. Voilà. Et à garder, et peut-être à regarder aussi. Faut peut-être les lire aussi. Ok. Bon, écoute, Jérôme, on va continuer sur la chronique de Sylvano sur UAT, et puis ensuite on viendra parler de ton fameux article, nouvel article qui est loin des pyramides, hein, tu nous expliqueras ça, et qui est sorti dans le dernier Top Secret. Voilà. Alors, autre sujet, tu as eu pas mal quand même de sujets assez importants cette semaine sur UAT, un sujet sur le son qui était plutôt pas mal, un sujet sur celui que tu as posté ce matin, je crois, ou hier. Je l'ai déjà perdu. Oui, c'est vrai. En fait, les deux se ressemblent, hein, parce que j'avais interviewé Renaud Ruhlmann, qui est un chercheur en musicologie, sur la matrice des fréquences. Hein. Donc, j'avais fait une interview avec lui où il nous expliquait l'influence du 440 Hz un petit peu partout, imposé partout. Donc j'ai appris plein de choses, parce que je ne savais pas que les nazis avaient imposé le 440 Hz, qu'ils en avaient fait une norme qui est une norme ISO maintenant sur le 440 Hz, que quasiment tout ce qui sort est à 440 Hz, que quand tu vas acheter un piano, il est basé sur du 440 Hz, quand tu écoutes la musique, c'est du 440 Hz, par rapport au 432 Hz. Hein. Et donc c'était une interview passionnante, et moi quand j'ai été contacté par Renaud, je pensais qu'il avait vu mon émission avec Emeric. Il m'a dit non, j'ai pas vu ton émission avec Emeric. C'est qui Emeric? Blanc. Et donc je lui ai envoyé. Il m'a dit mais attends, mais ce type il est génial, il faut que je le rencontre. Ils se sont rencontrés, hein, parce qu'il était parti super Perpignan, donc il a fait un petit détour chez Emeric. Puis là, évidemment, ça platch, c'était coup de foudre entre les deux, quoi. Hein. Ils parlaient exactement le même langage. Donc, du coup, j'ai eu envie de revoir un petit peu Emeric, et j'ai été le voir, mais faire une vidéo avec lui, mais sans qu'il le sache, quoi. En fait, on devait se passer un coup de téléphone pour discuter un petit peu, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas eu. Donc, j'ai dit, tiens, on fait ça par hangout, et puis j'ai dit, écoute, allez, t'es en forme, on enregistre. Il me fait, mais quoi? Mais attends, je suis même pas coiffé. Je lui ai dit, de toute façon, c'est pas grave, ça se voit pas. Et donc, on a enregistré. Et là, il a été juste extraordinaire, quoi, parce que, en fait, je pense qu'Emeric, c'est quelqu'un, quand je lui dis, tiens, je te donne un rendez-vous dans 3 jours pour enregistrer une émission, c'est quelqu'un qui stresse un petit peu intérieurement, mais comme ça, pris, entre guillemets, au café, au pied du lit, il s'est lâché, ça a donné une émission gigantesque, non, franchement gigantesque, puisqu'on a parlé des savoirs perdus, on a parlé des thérapies, on a parlé d'instruments de musique, on a parlé de médecine quantique, hein, puisque aujourd'hui, sur les sons, la médecine quantique, j'insiste là-dessus, hein, parce que ça fait quand même un énorme boom. Alors évidemment, quand il y a des séminaires aujourd'hui de médecine quantique, on propose, des fabricants proposent des appareils qui coûtent 30, 50 000, voire plus euros, mais qui sont basés sur des fréquences, des sons, des ultrasons, pour guérir plein de choses. Aujourd'hui, grâce aux fréquences, grâce au son, on guérit beaucoup de maladies. On guérit des cancers, on répare de l'ADN. Emeric l'explique très bien, ça. Et lui, par contre, il a ça naturellement, quoi. Et donc, tu sais que dans sa première émission, j'avais fait toute une série, j'avais montré les codes sonores. Il avait écrit 5 codes sonores, chaque code sonore réparant des choses dans le physique, dans l'énergie, sur le corps humain. Et là, il a eu l'inspiration
il a écrit les codes 6, les codes 7, et il finit d'écrire les codes 8, quoi. C'est juste fantastique. Moi, j'en ai déjà fait 4 avec lui, ces codes. Ça booste, quoi. Ça te change un homme. C'est quelqu'un de formidable. Et Renaud est quelqu'un de formidable. Ils vont travailler ensemble. J'en suis éminemment heureux. C'est pour ça que je suis un chercheur de chercheurs, hein, dans tous les sens du terme, et les mettre en relation. Moi, tu sais, mon rêve, tu sais, Antoine, c'est d'avoir des conférences avec des gens qui viennent d'horizons différents, d'astrophysiciens, de physiciens quantiques, de vrais chercheurs de vérité, de ceux qui sont dans la spiritualité, ceux qui sont dans le paranormal. Parce que tout ça, faut pas jeter, dire ah ben non, le paranormal ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, 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 non. Tout est lié. Hein. Toujours la fameuse phrase de Nikola Tesla, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, raisonnez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration, quoi. Tout est là. Et on fait des choses fantastiques aujourd'hui dans ce domaine. On avance à grands pas pour le peu qu'on on s'y arrête et on fasse des recherches sérieuses. Moi, je suis content de voir que beaucoup de scientifiques éclatent un petit peu leur gaine, parce qu'évidemment, ils sont pris un petit peu comme les médecins en émission qu'on avait fait sur la vaccination, Antoine, où ce médecin à la retraite nous a dit tout le mal qu'il pensait des vaccins, et il nous a avoué que, évidemment, s'il avait été en fonction, parce qu'il était à la retraite, il n'aurait pas pu le dire. Tous les scientifiques sont dans le même état. Le scientifique qui dit que Darwin, c'est le dernier des crétins, va avoir ses subventions sucrées, ne trouvera plus de financement, et il sera mis au rebut. On est dans un dogme, on est dans la pensée unique. Il faut penser comme ça. Les vaccins sont bons, Darwin a raison, et ça, tout ça, c'est du pipeau, quoi. Et donc, moi, je sais la souffrance de certains scientifiques, parce qu'en aparté, ils me le disent, certains astronomes, de ce qu'ils auraient envie de dire, mais qu'ils ne peuvent pas dire. Et je les comprends, c'est leur vie, hein, c'est leur gagne-pain, ils ont une famille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils font une émission, et puis après, ils n'ont plus rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Maçons, peintres. Donc, c'est pas simple pour eux. Mais certains qui ont acquis une notoriété, qui ont acquis quelque chose, ben, eux osent à parler, quoi. Je fais aussi référence, par exemple, à Philippe Guillemont, qui t'a fait une émission, qui va sortir un nouveau livre. C'est juste fantastique ce qu'il ose écrire, ce qu'il ose dire. C'est un autre niveau. Voilà, c'est ce niveau-là que moi j'aime. C'est pas Jean-Claude Bourret et Jean-Pierre Petit, quoi. Allez, arrêtez, quoi. Abandonnez l'ufologie des années 70. Ouais. Allez, un dernier petit sujet avant de passer à Jérôme. On va profiter qu'il soit là pour peut-être parler 2 minutes d'un article que tu as posté sur UAT sur les pyramides. Hein, tu es revenu sur les pyramides. Mais Jérôme est intervenu en direct sur le post des pyramides, hein, puisque évidemment, il est venu dire que non seulement, effectivement, j'avais raison, moi j'ai rien fait, hein, c'était ce scientifique dont j'ai le nom, il va falloir que je le retrouve tellement il est imprononçable, avait mené toutes sortes d'expériences scientifiques ukrainiens en Russie dans cette pyramide, mais Jérôme est venu intervenir en disant mais oui, mais l'eau aussi, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, si on met de l'eau sous cette pyramide, on va énergiser l'eau. Et cette eau, on va pouvoir en faire un petit peu plein de choses, un petit peu comme ce qu'avait dit mon ami Michel Almeras, hein, sur la pierre d'Uruguay. C'est-à-dire qu'il y avait une personne un jour, parce qu'il avait conseillé de prendre une photo de la pierre d'Uruguay, et de la mettre là où tu as envie que ça fasse un effet, notamment sur une bouteille d'eau. Et une personne avait mis une carafe d'eau fermée sur une photo de la pierre d'Uruguay. Elle l'avait complètement oubliée, et 6 mois après, elle l'a retrouvée alors qu'elle n'était pas bien. Elle était malade. Et elle en a bu de cette eau, elle n'a pas eu peur. Et puis le lendemain, elle était guérie, quoi. Tu vois? Donc c'est le pouvoir énergétique. De toute façon, de toutes ces les gens qui ne croient pas, moi je leur dis, avant de ne pas croire, testez, ça ne vous coûte rien. D'abord, vous faites un test.
ça vous coûte rien. J'ai mon ami Yannick Van Dorn, avec qui j'en invite de faire une émission. Il est à 25 km à vol d'oiseau de chez moi. Il utilise des pyramides en cuivre. Je suis désolé, quoi. Quand on voit ces démonstrations, ça pousse plus fort, ça pousse plus vite. Il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a besoin de rien. C'est juste un constat. Il n'y a pas besoin de dire j'y crois pas. C'est un constat, c'est des faits. D'accord? C'est comme si je voudrais pas croire que j'ai un verre d'eau en main. Le verre d'eau, il est là, quoi. Donc, à partir de là, faites vous-même vos expériences et vous verrez que ça marche. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Non, mais tu as entièrement raison. Voilà. Entièrement raison. Je dirais que même, faut pas avoir peur des mots, il faut dire que c'est scientifiquement prouvé. Moi, j'ai fait le test chez moi avec ces petites pyramides de cuivre et quand on fait des tests comme ça, il faut toujours prendre un témoin. Et c'est ce que tout scientifique fait pour justement essayer de faire ses recherches. Et moi, j'ai nettement constaté, évidemment, que mon petit pied de tomate qui était à côté de cette pyramide a doublé de volume par rapport à celui qui était à 1,50 m. Alors, Jérôme, tu le connaissais, donc ce fameux scientifique Vladimir Krasno-Lovets, dont on essayait de se souvenir. Oui, mais je le connaissais par l'intermédiaire de Valérie Ouvravov. C'est ce que j'avais expliqué à Silvano par rapport à ce monsieur. En fait, moi j'avais lu il y a pas mal d'années de ça, c'était une interview du projet Camelot avec Cassidy, qui avait interviewé Valérie Ouvravov et qui expliquait justement à cette époque-là qu'ils étaient en train de fabriquer ces fameuses pyramides à Saint-Pétersbourg, à côté en Russie en fait. Et qu'ils allaient justement faire beaucoup d'expériences à l'intérieur. Et je pense que c'est le monsieur là que tu as dit, je me rappelle plus le nom. Volodymyr Krasno-Lovets. C'est dur, hein. Voilà. Et je crois qu'il travaillait en collaboration avec Valérie Ouvravov. Voilà. Okay. Donc, j'avais même suivi sur un des sites internet qu'ils avaient créé la fabrication de leurs pyramides. Et je crois qu'il est toujours dispo, ce site. Et on voit justement l'élévation progressive, toutes les différentes phases de travaux, et très intéressant. Notamment sur de l'eau qu'ils avaient mis à l'intérieur de cette pyramide. Et lorsqu'ils la mettaient dans un congélateur, après, elle ne gelait pas. Enfin, elle ne gelait pas aux mêmes températures qu'une eau classique. Elle gelait à -40. C'est ça. Et dès qu'il a ressorti je crois que j'avais vu une petite vidéo, dès qu'il secouait la bouteille, elle se mettait directement à geler. Extrêmement troublant d'ailleurs, la petite expérience qu'ils avaient fait avec cette bouteille d'eau. Ok, écoute, on regardera. D'ailleurs, les personnes qui seraient intéressées par les travaux de Jérôme sur les pyramides, donc il y a son livre, L'eau de la Grande Pyramide. Et puis vous pouvez aussi retrouver les interventions de Jérôme sur des précédents numéros de Miasme, l'édition Hebdo. Silvano, écoute, je te remercie pour ces petits points de cette semaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les chroniques du AT. Mais oui. Bon. Tu restes encore un petit peu? Tu nous accompagnes? J'ai pas lu encore l'article dans TS de Jérôme, donc comme ça, je l'aurai en l'air. Donc Jérôme, top secret numéro 93. Moi, quand j'ai appris que tu avais écrit un nouvel article sur ce numéro de top secret, je me suis dit, cool, des nouvelles révélations sur les pyramides. Mais que nenni, t'as changé de sujet. Et d'ailleurs, tu t'es pas mal rapproché finalement des éditos de Rock sur ces sujets-là. J'en profite pour dire que Rock interviendra à la fin du mois d'octobre, donc diffusion début novembre, pour nous parler du sommaire de ce numéro 93, voilà, dans Le Monde selon Rock. Alors Jérôme, ton article, dis-nous en plus. Alors, c'est un article, non pas sur les pyramides, mais sur la matrice. Voilà. Donc, on a fait une petite émission récemment avec Silvano, Marc et Pam, là, que j'avais suivi avec un intérêt. Sur justement la matrice. Beaucoup de questions sur cette matrice. Qu'est-ce que cette matrice? Et moi, dans ce petit article, j'ai donné, je dirais, une réflexion que je me suis faite, moi, sur la matrice, et l'idée que je m'en fais. Voilà.
Sauf que tes réflexions, elles sont pas forcément que philosophiques, elles sont toujours étayées sur ce que tu peux observer, sur ton observation, sur ton expérimentation. Donc, en 2 mots, si tu nous expliques ta théorie sur la matrice, ça consiste en quoi? La matrice, c'est quoi? En fait, moi, je suis comme tout être normalement constitué, on va dire. Il y a très très longtemps de ça, je me suis posé cette question que tout le monde doit se poser un jour. D'où venons-nous? Qui sommes-nous et où allons-nous? Et moi, j'avais eu un petit déclic quand j'avais vu en 1999 le film Matrix. C'est depuis ce jour où on parle souvent de la matrice, justement. Où dans le film, moi, j'avais vraiment bien aimé la conception du monde qu'ils appellent la matrice dans ce film, et dans lequel on se rend en fait dans une simulation informatique. Et alors, moi, j'avais vraiment bien aimé ce principe. Et puis, en dehors du fait de m'intéresser aux pyramides, moi, je m'intéresse à beaucoup de sujets. J'ai eu quelques petites expériences personnelles aussi, étant jeune, en faisant des séances de spiritisme, ou il n'y a pas si longtemps que ça, en consultant une médium. Et donc, pour moi, déjà, j'en suis quasiment convaincu, ça peut déranger certaines personnes, mais pour moi, il y a bien quelque chose après la mort. Voilà. Et je pense que si on se penche sérieusement sur le sujet, il y a vraiment énormément de preuves tente à dire qu'il y a bien quelque chose après la mort. Quand on quitte notre avatar, notre corps, on va bien. Alors, ça c'est intéressant. Quand on quitte notre avatar, on va quelque part. Alors si on reprend la théorie de Rock, quand on quitte notre avatar, c'est le joueur qui reprend en possession l'avatar, puis qui va peut-être en lancer un deuxième, et puis qui va peut-être en lancer un troisième ou un xème. Mais peut-être que le joueur lui-même n'est qu'un avatar qui est en train de simuler ses propres vies d'avatar. Donc au final, lorsque l'avatar s'éteint, il y a peut-être quelque chose effectivement après cet avatar, vu que le joueur reprend possession de l'avatar. Mais quand le joueur s'éteint, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est là aussi une autre question, tu vois, on peut aller plus loin. Ça, on le saura quand on aura quitté notre avatar. Là, je peux pas t'apporter de questions, de réponses à ce niveau-là. Moi, je me fais une réflexion par rapport à la vie actuelle que l'on mène. Voilà. Et donc, pour moi, voilà, on a intégré un avatar pour vivre une expérience sur cette planète Terre. Et alors, pour en revenir au fait qu'on serait éventuellement dans une simulation informatique, moi, c'est quand je m'étais intéressé aux pyramides, par exemple, pyramide de Khéops, on se rend compte que ce monument fait ressortir énormément de chiffres, de données mathématiques, de constantes comme le nombre d'or, le nombre pi, comme un petit peu nous donner le code. Après, des personnes comme Mathieu Lavaux ou d'autres estiment que dans ces pyramides, etc., il y a un message codé. Et voilà, c'est un code pour nous donner en fait peut-être des clés pour nous faire comprendre qu'on est effectivement dans un monde virtuel. Et lorsqu'on regarde un petit peu la nature, on se rend compte que la nature est gérée très souvent par toutes ces constantes mathématiques, comme le nombre d'heures. Alors après, je donne un petit exemple dans l'article aussi, et c'est qu'un exemple parmi des milliers. On se rend compte qu'il y a souvent des chiffres, des données qui se répètent dans plein comme par exemple ce que j'explique dans l'article avec la Lune, par exemple, et le chiffre 273. Je ne sais pas si tu as fait attention. Voilà, ce chiffre est répété par rapport à la Lune, à la Terre et à l'eau. Voilà. La Lune a une rotation de 27,3 jours sur elle-même, et elle fait le tour de la Terre en 27,3 jours. Et on sait que la Lune a une influence sur la gestation humaine, parce que les femmes ont la durée de gestation moyenne, c'est 273 jours. Donc vous voyez, on retrouve toujours ces constantes qui sont comme si un programmateur utilisait ces chiffres pour assembler certains éléments. Et tu as essayé de traduire ça dans d'autres unités que l'unité métrique?
pas encore arrivé là, mais par exemple, c'est Sylvain Tristan. Je ne sais pas si tu connais Sylvain Tristan, qui avait écrit un livre, Non. Les lignes d'or, et qui avait remis en avant ce qu'on appelle le yard mégalithique. C'était Alexander Thom qui avait découvert ce yard en mesurant beaucoup de sites comme Stonehenge, enfin beaucoup de sites où on trouve des mégalithes, et en essayant de trouver l'unité de mesure qu'ils avaient utilisée pour fabriquer ces monuments. Et il avait ressorti une unité de mesure qu'il avait appelée le yard mégalithique. Et on se rend compte que ce chiffre, alors de mémoire, je crois que c'est 83 cm, quelque chose comme ça, on se rend compte que ce chiffre est aussi utilisé lorsqu'on décale la virgule, la Lune par rapport au Soleil. Voilà, on retrouve un petit peu le même principe. Pareil avec le chiffre 4 ou 40 ou 400. Par exemple, la Lune est 400 fois plus près du Soleil, mais elle est 400 fois plus petite. Et c'est pour ça que ces deux astres ont exactement le même diamètre dans notre ciel. C'est aussi Georges Vermar qui avait expliqué ça lorsque on regarde la constellation d'Orion, les 3 étoiles qui sont au centre de la constellation d'Orion. Si on calcule la distance en années-lumière par rapport à la Terre, on retombe sur la coudée égyptienne. On retrouve ce chiffre 52,36. Donc on retrouve, voilà, il y a toujours des séries de chiffres qui se répètent, je dirais, dans beaucoup d'éléments, que ce soit sur Terre, sur le ciel, dans l'homme, dans la nature, dans le microcosme, le macrocosme. Et c'est un petit peu comme si un programmateur informatique se servait de plusieurs constantes pour un petit peu agencer tout notre décor, en fait, je dirais. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, exactement. Tout à fait. Ok. En tout cas, voilà, ceux qui voudraient en savoir un peu plus, eh bien, je vous invite à aller acheter le dernier numéro de Top Secret 93 pour découvrir l'article de Jérôme. Et il y a un autre article aussi dans ce Top Secret, mais qui va tout à fait dans ton sens de la matrice, c'est l'article sur la déformation des mobiliers urbains. Tu l'as lu. Voilà, qui est très impressionnant. Du coup, je suis en train de regarder partout à chaque fois que je roule. Tu vois un poteau tordu ou... J'en ai vu, mais pour l'instant, je les ai tous expliqués de façon logique. Mais voilà, j'espère tomber un de ces quatre sur un poteau tordu de façon bizarroïde. Ok. Bon, écoute, Jérôme, je te remercie pour ce passage. Merci à toi de m'avoir invité. Je te dis à bientôt, et puis on va accueillir Lily qui vient d'arriver avec son joli foulard. Salut, ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Super cool. Bon, eh bien on va te dire au revoir alors, Sylvano. À bientôt. Au revoir tout le monde, au revoir Et Philippe, puis on va... au revoir Antoine, au revoir Lily. Au revoir Salut. Sylvano. Ciao. Bonne soirée. Et puis on va en profiter pour accueillir Philippe. Salut Philippe. Salut Antoine. Salut. Alors, ce que je vous propose, Lily et Philippe, eh bien, c'est de commencer par les plantes. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Du clou de girofle. Alors en latin, c'est le Syzygium aromaticum. Alors, le clou de girofle, c'est vrai que c'est une plante qui est fortement odorante. Alors, c'est même pas une plante, c'est une graine, c'est ça ? C'est une baie. Une baie ? On la trouve dans tous nos placards en principe. Et donc, on en fait quoi ? Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on mettait, quand j'étais pas très bien, un coup de clou de girofle avec de la cannelle, du miel, tout ça dans du lait, et hop. Bon, faut peut-être pas dire que c'était dans du lait, mais et ça allait mieux. Alors il est vrai qu'elle a plusieurs vertus. En externe, quand on dit externe, c'est buccal, c'est carie, aphte, abcès, mal de dents, etc. Après, en interne, elle est assez intéressante. Enfin, je la déconseille aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 10 ans, enfin en forte dose. Elle est assez intéressante pour plusieurs choses. Par exemple, on parlera, comme je t'ai dit hors antenne, des candidats albicans, des candidoses. Alors, quand tu as une gastroentérite, ce qui est bien, c'est que ça l'arrête instantanément, dans la journée même. Quand tu es constipé, ça l'arrête aussi. Enfin, ça règle le transit intestinal. C'est bon aussi pour le foie, pour les cystites,
pour les calculs. Bon, aussi, le citron est pas mal aussi, hein, les calculs. Une cure de citron, c'est aussi bien. Alors, comme je t'expliquais la dernière fois, une candidose, c'est une bactérie qu'on a tous, sans exception. Si on n'en a pas, ben, on meurt. C'est simple. En fait, c'est une bactérie qui se déstabilise. Elle se multiplie en contact du gluten, la glutéide, comme le mot glu, qui se colle sur les parois intestinales. Et donc, les candidats albicans, ils se multiplient pour manger tout le dépôt qui se trouve sur les voies de l'intestin. Et donc, à force qu'ils se multiplient, ça peut devenir externe. Chez les hommes, ça peut être sur le zizi, quoi, externe, et chez les femmes, pareil, sur la nénette. Alors, moi, j'ai une petite recette, si tu veux que je l'explique. Et oui, hein, après, il y a aussi les feuilles d'olivier qui marchent bien, mais le clou de girofle est vraiment excellent, quoi. Attends, ouais, comment tu fais pour t'appliquer ton clou de girofle sur ta nénette? Bah moi j'ai une fille, alors je dis nénette, c'est beaucoup plus joli que bon, bref. Je préfère, chacun son truc. Donc, pour les filles ou les femmes, hein, ça dépend. Quand ça devient externe, c'est bien de mettre en compresse sur la nénette, et quand ça commence à chauffer, à brûler, c'est là que ça commence à faire effet. Et donc, en principe, à 2-3 prises, et il n'y a plus rien. Et pareil chez l'homme, il suffit de tremper son zizi dans le verre. Le protocole, c'est 4 cuillères à soupe par litre d'eau à faire bouillir pendant 5 bonnes minutes, parce que la baie met plus de temps à libérer ses enzymes. Donc, il faut vraiment la faire bouillir pour que ça puisse être assez efficace. Une fois que c'est bouilli, on laisse reposer un quart d'heure et laisser refroidir, parce que chaud, on se brûle, hein, c'est logique. Donc, une fois que c'est chaud, c'est 2 verres dans la journée, avec un peu d'eau, parce que c'est vachement concentré. Et là, à ce moment-là, une candidose, ou que ce soit une gastro ou une constipation, ça passe en 5-5, quoi. C'est super efficace. Voilà. Alors, j'ai pas compris, c'est en application locale ton truc ou c'est en… Alors, ça peut être en application locale quand la candidose, elle devient externe. Oui, j'ai compris, mais là, quand tu dis les 2 verres… Là, c'est interne, c'est-à-dire pour que le candidat albicans puisse se régulariser à l'intérieur de ton corps, il faut que tu boives du clou de girofle. Ça peut être des feuilles d'olivier qui marchent aussi, mais je trouve plus efficace les clous de girofle, enfin pour moi. J'ai essayé les deux sur plusieurs de mes patients, enfin de mes clients, et j'ai des résultats super efficaces, hein. Donc c'est pour ça que je conseille ce protocole, à force d'avoir fait plusieurs essais, quoi, en fait, hein. C'est pour ça que… Alors moi, je suis un prototype, hein, parce que j'ai eu une candidose, mais en fait, c'est pas que, comme tu dis, en fait, c'est pas intérieur ou extérieur, hein. C'est qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre dans ton transit, oui, c'est effectivement, c'est plus qu'une bactérie, parce que c'est comme un champignon. On l'a tous, en fait, cette bactérie. En fait, c'est un dérèglement. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, dès le moment où ça vient à l'extérieur, que ce soit extérieur, par en bas ou par en haut, parce que tu peux en avoir dans la bouche aussi. Ça peut être buccal aussi, oui. Voilà, et en fait, ça se répand partout dans ton corps. Donc, c'est un truc qui va après se répandre. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait une réaction aux antibiotiques, tu vois. Parce que les produits chimiques, toutes les acides, tout ce qui est acide dans ton corps va engendrer la prolifération de ces bactéries, comme tu dis, qui sont, je crois, plutôt des… C'est pour ça que le girofle est vraiment très efficace dans ce cas-là. Tu peux l'essayer, et je peux t'assurer, même s'il est généralisé, en très peu de temps, en 3-4 jours, c'est terminé l'histoire. Non, mais je te crois sur parole, hein. Après, moi, j'ai eu un cas extrême où j'ai eu toute une infection généralisée, si tu veux, de tout l'appareil digestif. Donc, si tu veux, il a fallu effectivement des doses de cheval, de produits. Voilà, donc après, c'est tant mieux si le clou de girofle fait ça, parce que c'est quand même une saleté incroyable. Et c'est vraiment, ça se multiplie. En fait, c'est le gluten avec le sucre, ça c'est à proscrire. Dès qu'on a une candidose, il faut proscrire sucre et gluten pendant un laps de temps, le temps que le corps puisse se remettre Ouais, puis comme tu dis, après ça se répand dans le corps, donc ça fait des sinusites, ça fait des cystites, ça fait des infections. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit, le clou de girofle, ça marche bien, parce que tu vois, ça marche aussi sur la cystite. Donc ça va agir là-dessus, ça marche sur le foie, parce que la candidose, qu'est-ce qu'elle va attaquer en premier? C'est le foie, hein. Ça c'est net, hein.
pour que ça puisse être extérieur, ça va attaquer tout de suite les autres organes. Donc, je peux t'assurer que j'ai vraiment essayé sur plusieurs personnes et ça marche vraiment bien. Et la quantité, donc, dans le verre, c'est combien de graines? C'est un verre de graines? Alors, moi, je conseille 4 cuillères à soupe par litre. C'est déjà super corsé, quoi, hein. C'est vraiment de la haute dose, hein. Après, si c'est un peu dur à boire, c'est rajouter un peu d'eau. C'est un peu logique. Mais le principal, c'est 4 cuillères à soupe pour que ce soit assez efficace, hein. Après, il ne faut pas en abuser. Ça peut devenir toxique à haute dose. C'est comme toutes les plantes, hein. Si tu dépasses une semaine, là, il faut se calmer. En principe, 4 à 5 jours maximum, ta candidose, elle est terminée. Et en externe, j'ai essayé sur un gars qui en avait même sur les pieds, dans la bouche, etc. C'était en 3 jours, il n'avait plus rien, quoi. Alors Philippe, donc le clou de girofle, cette baie, tu la tires de quel arbre? C'est un giroflier, ça existe? Giroflier, oui. D'accord. Et ça se trouve où? Alors, en France, malheureusement, il n'y en a pas. Ce que j'achète, enfin moi, je fais tout pour que ce soit bio. C'est une... bon, je peux te dire peut-être le magasin, il s'appelle Arcadie. C'est une plateforme qui vend des plantes médicinales bio. Donc, j'achète chez eux. Après, bon, il y a plusieurs endroits. Il y a Bahadourian sur Internet, mais bon, ça vient du Maroc, là, par contre. C'est vrai que ils traitent moins que chez nous, quoi, quand même. Il faut prendre dans des endroits où c'est assez propre, assez bien. Dans les magasins arabes, en principe, on en trouve. Et en principe, ils ont des bons produits parce qu'ils évitent tout ce qui est traitement. Ok. Bon, bah écoute, voilà, on retiendra donc pour la candidose des clous de girofle en application externe et je pense couplé en décoction interne. Et puis voilà, et puis ça peut aussi servir pour plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous connecter sur le site plantalarose.com et vous allez retrouver voilà, tous les conseils de Philippe sur les plantes. Bon, bien merci Philippe, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour soit une nouvelle plante, soit une méthode pour justement pouvoir utiliser toutes ces plantes. À la semaine prochaine, Antoine. Bonne soirée. Ok, merci. Alors, tiens, si tu veux, tu peux rester encore 2 minutes parce qu'on va accueillir une voisine à toi, figure-toi, qui fait sa grande rentrée dans l'équipe des chroniqueurs de Miasme TV. Alors comme elle ne peut pas enregistrer le soir, du coup elle s'est préenregistrée et elle va entamer une chronique finalement qui est dans la continuité de la tienne, hein, qui est dans la thérapie, mais la thérapie avec les pierres et la thérapie avec les huiles essentielles. J'ai le plaisir d'accueillir Amel Blanc. Bonjour Amel. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce qu'est la lithothérapie. Au cours de cette soirée, dans quelques minutes, je vais vous parler de la lithothérapie, qui est une véritable science quantique ancestrale, puisque les pierres ont toujours été utilisées par l'homme pour leurs bienfaits curatifs. Alors la lithothérapie, c'est un mot qui vient du grec, lithos veut dire pierre, et thérapie vient de therapitia, cure, donc la santé par les pierres. À travers toute l'histoire de l'homme, on retrouve la pierre qui était là, on retrouve des pierres et des cristaux dans l'ancienne Égypte, dans les temples. On retrouve des pierres dans les temples mayas également. On retrouve des pierres et des cristaux à travers toutes les cultures en fait anciennes. Les chamans utilisent les pierres pour entrer, comme ils disent, en connexion avec le monde des esprits. Ils utilisent aussi les pierres pour soigner le corps malade et entendre où la maladie se loge. Ça, c'est l'approche des chamans. En Inde, les pierres sont codifiées dans un livre sacré qui s'appelle le Ratna Pariska et qui regroupe en fait toutes les vertus des pierres. Et les brahmanes, quand ils apprenaient en fait les médecines ancestrales
indienne, hein, se devait de connaître chaque vertu de chaque pierre et quelles étaient les interactions sur le corps de l'homme. Donc comme quoi, en fait, on parle vraiment de science ancienne, hein, ce n'est pas quelque chose qui a été rapporté depuis 100 ans ou 200 ans, ça remonte à bien plus longtemps que ça. De façon plus proche de nous, on a Hildegarde de Bingen, hein, qui utilisait le cristal de roche, hein, qui est la pierre maîtresse, hein, qui utilisait le cristal de roche pour soigner la thyroïde et les problèmes aux yeux. Voilà, ça c'est ce qui nous a été rapporté, on va dire, assez proche dans le temps. Maintenant, quel est le principe de cette science, hein? C'est de soulager, d'harmoniser, d'équilibrer, de vous soutenir dans le processus de guérison, puisqu'en fait, au-delà de son corps physique, on a une conscience, on a une âme, on a un esprit, hein, et on a des corps énergétiques. Et quand une maladie s'installe dans le corps, eh bien effectivement, il faut regarder qu'est-ce que cette maladie veut nous dire, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qui se passe dans tous nos corps subtils. Et c'est là où les pierres sont des outils assez intéressants, parce qu'au-delà des mots, elles savent rentrer en interaction immédiate avec votre corps. Elles ne promettent pas les miracles et les guérisons, hein, entendons-nous bien, hein, ce sont des accompagnatrices. Donc encore une fois, ce qui est bon pour l'un va se manifester d'une certaine manière et pour l'autre, ça passera par un autre processus. Mais en ce qui me concerne, c'est pour moi un outil incontournable. La lithothérapie fait partie pleinement de notre façon de vivre. Tout simplement parce que nous sommes en phase avec cette vibration, puisque les cristaux communiquent par le champ électromagnétique avec le propre corps de l'homme. Voilà. Alors ce soir, je vais vous présenter, après cette brève introduction, la pièce maîtresse des cristaux, hein, du monde minéral, qui est le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est ce qu'on appelle le cristal maître, c'est la pierre reine, entre guillemets. Le cristal de roche, je vais vous en montrer un exemple, c'est par exemple ceci, ça c'est un cristal de roche. Un obélisque de cristal de roche, pour être exact. Comme vous voyez, il est blanc. Bon, celui-là, il est un petit peu fumé à l'intérieur, mais sinon, il est totalement blanc. Le cristal de roche, en fait, ça vient du grec kristallos, qui veut dire glace. Vous avez compris par rapport à sa représentation. C'est une pierre emblématique dans la science du cristal. Cette pierre a plusieurs actions. C'est une amplificatrice, c'est un récepteur et c'est un émetteur. Elle amplifie quand on la met en présence d'un autre minéral, c'est-à-dire un cristal de roche en présence d'un quartz rose, elle va amplifier l'énergie du quartz rose. C'est un récepteur parce qu'elle reçoit les vibrations et les ondes et les condense en elle pour pouvoir les rediffuser. Et c'est un émetteur puisqu'une fois qu'elle a condensé, rassemblé toutes les vibrations, hein, elle va les transmettre. En cela, le lithothérapeute va utiliser le cristal de roche pour manifester une intention et la projeter. Selon la forme du cristal de roche, vous n'allez pas travailler de la même manière. Ça aussi, c'est important de le savoir. Un cristal biterminé reçoit d'un côté et projette de l'autre. Si vous travaillez dans la famille, hein, des cristaux de roche, si vous travaillez avec un quartz laser, les quartz lasers sont des cristaux qu'on utilise plus spécifiquement pour travailler en chirurgie aurique. Voilà. Donc selon ce que vous avez besoin de faire avec le cristal de roche va apporter telle ou telle action. Il a un spectre extrêmement large. Encore une fois, je vous le remontre, hein, il est blanc, translucide ou incolore. Hein, il porte en lui toutes les couleurs, tel un prisme, tel un arc-en-ciel finalement, et ça lui permet de rentrer en synergie avec tous les cristaux. Ça lui permet également de pouvoir agir sur la partie de votre corps qui en a le plus besoin. Il va soulager, il va rééquilibrer, il va harmoniser. Mais tout cela en fonction de ce que vous êtes aussi prêt à libérer, à comprendre, et là où vous avez aussi votre part de lâcher prise. Hein. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va être extrêmement cartésien va se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On me pose dessus un cristal et ce cristal va agir sur moi. » C'est au-delà du mental. La connexion avec le cristal va travailler sur votre mental, votre physique, et sur vos corps énergétiques. Et vous recevrez à hauteur de votre lâcher-prise, si je peux dire. Et à hauteur de votre sensibilité aussi.
Le cristal de roche, c'est aussi, donc comme je vous l'ai dit, un amplificateur, c'est aussi un harmoniseur. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les blocages qui sont en nous pour nous les montrer, soit avec une intuition, tiens, je pense à quelque chose auquel j'ai pas pensé, ou alors il va vous dire, regardez, c'est là où il y a un souci et c'est là où maintenant vous devez travailler sur vous. Le cristal de roche, c'est vraiment un allié de tous les jours. Il peut avoir une forme particulière. Je vous ai présenté une obélisque, donc qui est vraiment dans une énergie de condensation. Il prend et il condense en lui, je dirais, un condensateur, pardon, pas condensation. Et vous avez aussi la forme pyramidale qui est très intéressante. Vous avez aussi le quartz laser, si vous voulez travailler en lithothérapie. Et enfin, vous avez encore une autre chose à savoir par rapport au cristal de roche, aussi puissant, entre guillemets, soit-il, par rapport à ce qu'il représente et ce qu'il est, il ne peut être porté, ça c'est important de le savoir, quand émotionnellement vous êtes soit fatigué, soit en colère, soit dans une polarité négative. D'accord ? Le cristal de roche, c'est un amplificateur bienveillant et ce n'est pas juste de vouloir s'en servir dans une dynamique négative. Parce que si vous amplifiez du négatif avec une énergie qui par essence ne l'est pas, forcément ce négatif va revenir tel un boomerang extrêmement violemment. Donc il faut vraiment être conscient que être en interaction avec un cristal, ça veut dire qu'il y a un aspect de responsabilité derrière. Voilà, donc je vous invite à découvrir le monde merveilleux du cristal de roche, à vous rapprocher de lui, à sentir comment ça interagit avec vous et à développer cette relation. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre pierre ou d'une huile essentielle qui est très intéressante parce que les huiles essentielles sont aussi extrêmement intéressantes en aromathérapie vibratoire. À bientôt, belle soirée. Ok, bon Philippe, je te dis à la semaine prochaine et puis on va continuer donc avec Lily sur l'association Awake. Ciao Philippe. Ciao Philippe. Ciao. Alors Lily, donc aujourd'hui nous n'avons pas invité la Vénusienne, quoique la Vénusienne est toujours là en toi, je le sais, je le sens. Mais nous avons invité la présidente de l'association Awake. Awake. Alors, qu'est-ce que c'est cette association Awake ? Alors d'abord, Awake, c'est A-W-A-K-E et ça signifie réveille-toi. C'est important parce que les gens souvent ne le savent pas. Donc c'est en anglais. Et c'est une association humaniste, créative et solidaire qui a pour objectif d'éveiller les consciences et qui le fait en organisant des événements pour mettre en lumière des personnes inspirées et inspirantes. Donc, en gros, on crée des événements, des soirées réseau ou des soirées spectacles, on va dire. La prochaine soirée, d'ailleurs, je l'annonce en exclusivité parce que ça vient de tomber, ça aura lieu à Paris, au Théâtre des Feux de la Rampe, le 5 décembre. C'est un mardi soir. Voilà. Et l'objectif, donc, c'est un plateau pendant lequel, on va dire, on réunit des artistes, des personnalités de la vie civile qui sont engagées dans des actions du Nouveau Monde, des associations solidaires, des initiatives, des chercheurs. Voilà. L'idée, si tu veux, c'est vraiment à la fois de rassembler tout le monde, toute la communauté de l'éveil, sachant qu'elle est très vaste, puisqu'elle va depuis, on va dire, les militants écolos jusqu'à ceux qui aiment le New Age et qui s'intéressent au développement personnel. Donc, c'est relativement vaste. L'idée, c'est justement de permettre la rencontre des thématiques et des différentes initiatives sur des sujets qui sont différents et qui sont souvent des sujets de spécialistes. Autrement dit, il y a des associations qui vont militer pour l'environnement et qui n'ont pas forcément le temps de réfléchir à la question de la santé, des médecines alternatives, ou qui n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à des questions comme la démocratie, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est de réunir en une seule soirée des personnes qui ont des sujets d'intérêt différents pour permettre de reconnecter ces différentes communautés qui caractérisent, on va dire, ces acteurs du Nouveau Monde aujourd'hui et qui n'ont pas toujours le temps en fait d'aller voir les autres associations, les autres collectifs, etc., qui sont sur des sujets un peu différents d'eux.
tout simplement pour se rendre compte d'abord, pour décloisonner la société, et puis aussi pour se rendre compte que finalement on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit. Ça, c'est très important de le conscientiser. Cette communauté, finalement, ces communautés ne sont pas que des espaces restreints. Hein. C'est vraiment dans tous les champs de la société, dans tous les sujets, on va trouver des gens qui ont cette volonté d'éveiller les consciences et d'agir dans le sens du bien commun. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une tendance. Hein. De toute façon, je pense que j'apprends rien aux gens en le disant là sur cette chaîne. Hein. Je pense que vous êtes des gens qui nous regardent sont parfaitement dans cet état d'esprit-là. Donc l'idée, c'est de décloisonner la société, puis de recréer du lien aussi, pour nous permettre d'être plus forts, de nous coordonner mieux, et puis de ressentir justement cette vivacité créative, cette vivacité d'optimisme, d'envie, de gens qui ont en fait envie d'aller plus loin, d'inventer mieux, de faire mieux. Voilà, donc il y a cette idée-là de rassembler. Et puis, il y a aussi cette idée de promouvoir une éthique humaniste. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ton association, elle a vu le jour quand ? Alors, l'association, elle est née on va dire, administrativement début 2016. Et puis, elle est vraiment née au monde, je dirais, en juin 2016. Et puis, on a fait depuis quatre soirées, qui étaient des soirées spectacles avec des conférences, des reportages, du spectacle vivant, de la musique, de l'humour, de la projection aussi de contenu créatif, et puis des interventions sur des sujets très divers qui vont de l'association qui aide les sans-abri jusqu'à le chercheur en neurosciences qui veut défendre un nouveau centre de santé alternatif, tu vois. Donc c'est très vaste. J'invite les gens à aller voir sur notre site internet, hein, www.associationawake.fr, et de nous rejoindre aussi sur Facebook, Association Awake, et sur YouTube. On a une chaîne. Alors on n'est pas encore très à jour au niveau de tout ce qu'on a fait parce que voilà, ça demande beaucoup de temps déjà de créer les événements, hein, mais il faut aussi après les filmer, puis après il faut les monter, puis après il faut les uploader, etc. Donc tu sais ce que c'est, ça prend du temps. Donc on est un petit peu en retard, mais il y a au moins en tout cas une soirée qui est la deuxième soirée qu'on a fait le 11 janvier 2017 avec Grégory Mutombo et Percut Jam, qui est un groupe d'artistes autistes qui chantent, enfin, c'est magnifique, et d'autres personnalités, voilà. Donc j'invite les gens à aller voir Soirée Awake sur YouTube, sur notre chaîne, voilà, pour voir un petit peu le format, et à nous rejoindre surtout le 5 décembre hein, pour la prochaine édition. Oui, c'est cette prochaine édition, donc c'est en accès libre, il faut se préinscrire, comment ça se passe exactement ? Alors il y a un ticket d'entrée. Hein, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. On fait ça dans un théâtre parisien. Il y a évidemment des problèmes techniques qu'il faut qu'on puisse financer. Et puis par ailleurs, c'est l'occasion pour nous de tourner, d'enregistrer comme une émission en fait hein, de cette soirée et de la proposer ensuite au plus grand nombre. Donc il y a un ticket d'entrée. Je peux pas vous dire encore le prix parce que pour le moment, on n'a pas encore réfléchi sur ces sujets avec l'équipe. Voilà, mais c'est un prix tout à fait abordable. Et puis, si vous êtes membre de l'association, vous avez 50% de réduction, en fait, toute l'année sur les différents événements de l'association Awake. Donc, ça vaut le coup. L'adhésion coûte 20 €. C'est le minimum annuel. Voilà. Donc, on fera sans doute une opération aussi pour permettre aux nouveaux adhérents de bénéficier d'un tarif réduit sur la salle. Voilà, mais il faut conscientiser quand même que faire des spectacles qualitatifs, et je pense que les gens pourront aller voir et juger par eux-mêmes de la qualité du spectacle et de la captation, donc de la vidéo qu'on a tournée, ça coûte de l'argent. Et précisément, ça m'en coûte à moi, puisque c'est moi qui alimente l'association essentiellement, et puis beaucoup d'énergie et de bénévolat de la part des différents bénévoles qui interviennent. Hein. Je pense au graphiste Thierry Schmitt,
Et si vous aimez le site internet, bah, franchement, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette en contact avec lui, parce que c'est un mec qui est remarquable, qui travaille bien, et puis qui est généreux et solidaire. Donc voilà, lui, par exemple, il s'investit énormément, il prend beaucoup de temps, et ses prestations, elles coûtent de l'argent normalement. Donc il a la gentillesse de nous faire cette faveur, parce qu'il est convaincu des valeurs de l'association. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas, parce que quand on invite 12 personnes à jouer de la musique sur scène, bah, il faut du matériel technique, il faut un technicien spécialisé, parce que quand on veut filmer de manière professionnelle un événement, bah, il faut des cadreurs professionnels, il faut des caméras professionnelles, tout ça, ça coûte très cher. Donc, il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces soirées j'ai envie de dire, ne sont pas complètement autofinancées, elles ont besoin encore de ma participation. Donc voilà, l'idée, c'est d'être tous ensemble dans une cause commune, et voilà, il faut comprendre ça. Je le précise parce qu'il y a des gens qui pensent que dès qu'on est dans l'associatif et que du coup, il faut que tout soit gratuit. Mais il faut avoir conscience quand même, qu'on ne peut pas avoir la même qualité de prestation en fait quand on fait tout gracieusement, quoi. C'est compliqué. On ne peut pas avoir le même matériel. Tu sais, c'est juste évident, ceux qui n'ont pas encore compris ça, que c'est pas parce que les informations sont gratuites que ça ne coûte rien à ceux qui les produisent. Voilà. Tant que vous n'avez pas compris ça, écoutez, voilà. Ne participez pas à ce genre de manifestations, ne participez pas à ce genre d'émissions, parce que ça signifie que vous n'êtes pas encore prêt à avancer. Voilà. Oui, puis pour un format équivalent en télé, soyons clairs, on filme 2 heures, quand même 2 heures et demie de contenu. C'est un cabaret, quoi. Donc il y a de la musique, il y a des artistes connus, il y a des gens connus qui viennent, qui se déplacent gracieusement. Voilà, pour avoir tout ça techniquement correct et que ce soit appréciable. Normalement, ça coûte, je dirais, 10 fois le prix de ce que nous, on arrive à obtenir grâce à la solidarité. Donc ça, c'est très important aussi. Moi, mon idéal, ça serait de pouvoir créer des événements où finalement tout fonctionne avec la solidarité. Et c'est très important, ça, cette idée-là, parce que moi, l'objectif quand même de l'association, c'est de montrer qu'au fond, on n'a pas besoin d'argent. On a surtout besoin d'être ensemble. On a besoin de solidarité. Comme je dis souvent, c'est pas les billets de banque qui construisent les immeubles, c'est les humains. Et donc, on n'a pas besoin de billets de banque, on a besoin d'humains. Voilà, donc c'est un peu l'idée. C'est vrai que dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de payer le technicien son, ni le matériel technique, ni les camions qui vont transporter le matériel, ni les rampes pour les handicapés, ni la sécurité qui est obligatoire. Enfin voilà, il y a tellement de choses, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des assurances, voilà, ça représente des frais. Normalement, c'est des industries, le spectacle, il y a des sociétés qui travaillent dans ces milieux. Donc après, soit on va à la kermesse ou à au petit événement local gratuit, où on va pas, on va peut-être pas y trouver la même qualité, quoi. Voilà. Là, on est quand même un collectif de professionnels. C'est des gens qui ont travaillé longtemps dans les médias, dans l'industrie du spectacle. C'est des artistes qui sont dans ces milieux. Il y a des chercheurs, il y a une vraie créativité. Et l'objectif de l'association Awake, tu vois, c'est de montrer que, au fond, la richesse n'a pas besoin d'être créée, parce qu'on est là tous à dire comment on fait pour créer des richesses, il n'y a plus d'argent, on est pauvre, etc. Pour moi, on est dans le mythe. Quand on pense comme ça, pour moi, la richesse, elle est partout, en fait. Il n'y a pas à la créer. La richesse, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est les gens qui nous écoutent, c'est les gens de la rue. Voilà, la richesse, elle est en chacun de nous. Et ce qui est absurde dans notre monde, en fait, c'est d'observer qu'on a du mal que certaines personnes qui sont riches ont du mal, en fait, à apporter leur richesse au monde. Voilà, ça a été, en tout cas pour moi, l'un des moteurs principaux qui m'a motivée à faire cette association. D'abord parce que j'estime être quelqu'un de riche avec beaucoup de compétences et que j'ai pas envie de mettre ces compétences au service de gens qui nous aliènent, voilà, ou qui abusent de nous et qui ne sont pas constructifs pour le collectif. Mais aussi parce que j'ai vu beaucoup de gens
très riche intérieurement, avec beaucoup de talent, beaucoup de compétences, beaucoup de créativité, beaucoup de capacités, qui étaient finalement expulsés du système, enfin, tu vois, et qui ne pouvaient pas apporter leur spécificité, leur richesse au monde. Et ça me paraît très grave. Et j'ai eu envie, voilà, de monter ce projet pour permettre à tous ces gens-là qui sont un petit peu laissés sur le côté, de prendre parole et de montrer qu'ils ont des tas de choses à nous apporter. Voilà, ceux qui sont les marginaux, parfois, finalement, leur différence est une richesse, quoi. Alors, Lily, avant de passer à Aurore qui vient d'arriver, juste allez, 2 dernières questions. La première, finalement, quelle est l'éthique humaniste, on va dire, qui est portée par votre association? Et la deuxième, en quelques mots, si tu avais un bilan à faire sur ces 2 années d'activité, quel serait-il? Alors, donc effectivement, l'association, elle porte une éthique humaniste, c'est-à-dire qu'on essaie de revaloriser des valeurs qui ont été négativées dans la société et qui pourtant nous paraissent fondamentales. Ces valeurs, il y en a 6 précisément, donc je vais vous les dire. C'est l'engagement, l'intégrité, la solidarité, la gratitude, la bienveillance et l'empathie. Alors, je proposerai dans les semaines qui vont venir, justement à l'occasion de ma chronique, de revenir sur ces différents sujets, la question de la solidarité, parce qu'on se rend compte qu'on a négativé ces valeurs qui sont pourtant des valeurs positives. Et justement sur la solidarité, combien de fois on entend, ou on a entendu en tout cas, dire que la solidarité c'était de l'assistanat et qu'il ne fallait pas assister les gens. S'il y a 2 mots différents, c'est pas un hasard, et puis il faut quand même conscientiser que, en fait, il n'y a aucune société qui se soit construite avec un individu tout seul ou avec des individus seuls, quoi. Donc la solidarité, elle est fondamentale. Et en plus, j'ai envie de dire qu'il y a un mensonge sous-jacent dans la négativation de ce mot solidarité, c'est qu'on suppose que l'intérêt individuel n'est pas l'intérêt collectif. Or, moi j'ai cette conviction de l'inverse, c'est qu'en fait, quand on réfléchit un peu à cette idée, on se rend compte quand même que l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, c'est la même chose. Faisons un exemple très simple. Si ton voisin il est endetté, si il peut pas participer à l'économie, toi t'es commerçant, tu n'auras pas la possibilité de lui vendre tes produits. Donc en fait, lui, il n'a pas accès entre guillemets, au commerce, et toi, tu ne pourras pas faire commerce avec lui parce qu'il n'a pas les moyens de commercer avec toi. Par ailleurs, si lui, il est endetté et que du coup, il a besoin du soutien de la caisse de solidarité commune, c'est toi qui vas travailler pour lui. Donc en fait, tu as tout intérêt à faire en sorte que l'autre se porte bien pour que toi-même, tu te portes bien. En fait, c'est un point en moins, tu vois. Et ça, on ne le dit jamais, en fait. On ne l'entend pas dans notre société, mais pourtant, c'est tellement évident. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait nécessairement des pauvres et des riches et qu'il faut qu'il y ait une injustice. Alors, ça fait partie de la vie. Je ne dis pas, on n'est pas là pour faire Superman. Mais essayons de conscientiser quand même que dans notre société, on nous explique quand même qu'il faut être un salaud. Donc, c'est pour ça que nous, on défend l'idée de la bienveillance, trop bon, trop con. On a quand même vachement négativé la gentillesse. Or, on se rend compte, et on le dit de plus en plus, que les équipes qui gagnent sont les équipes où les gens sont bienveillants les uns avec les autres, dans le business, dans le travail. C'est Google, notamment, qui avait montré ça dans une étude sur ses employés. Et puis, on se rend compte aussi que, par l'expérience personnelle, si vous êtes désagréable avec les gens dans votre entreprise, eh bien, vous n'allez pas vous faire des amis. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'amis? Parce que la roue, elle tourne. Un jour, vous avez du pouvoir, vous êtes là, si vous pensez que ça y est, vous ne devez plus respecter personne et qu'il faut être un salaud pour continuer à monter, ça veut dire que vous allez faire la route seule et c'est très dangereux. Quand on a des ennemis, ces ennemis nous évincent et puis voilà. Alors que quand on est gentil, bienveillant, mais sincère, j'entends, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, mais en tout cas qu'on est dans une bienveillance positive à l'autre, en fait, on se fait des alliés.
et on fonctionne à long terme, parce que la vie, en fait, elle est courte, mais elle est longue aussi. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et j'ai bien envie d'en parler dans les semaines à venir. J'invite ceux qui nous écoutent, en tout cas, à aller consulter la charte, parce que tout est expliqué sur le site internet, dans l'association. Il y a la charte que vous pouvez consulter et qui explique notre vision justement de ces valeurs, comme la bienveillance, l'empathie, la solidarité, etc. Et l'idée, oui, effectivement, ça mériterait de s'y pencher un peu plus longtemps sur ces thèmes, parce qu'on ne peut pas le faire là en 5 minutes. Allez, juste pour conclure, parce que l'heure tourne, Lydie, donc quel est le bilan finalement que tu retires de ces 2 années? Est-ce que ces mises en relation, ça a pu faire naître quelque chose, une émulsion entre certains? Alors oui, pour moi le bilan est très positif. On reste une association, donc on n'est pas dans des croissances économiques. Enfin, c'est logique. Hein. Je dirais qu'au regard d'un entrepreneur, il se dirait mais pourquoi faire, tu vois. Mais je vois effectivement toutes les connexions qui ont pu se faire entre les gens, qui ont des fois d'ailleurs ramené à certains des possibilités de faire des affaires ensemble, d'entreprendre ensemble. Ce qui est important, parce qu'on n'est pas là pour dénoncer non plus les entrepreneurs. Au contraire, il y a des tas d'entrepreneurs éthiques. On a besoin d'eux. Tu vois, je donne un exemple. Un chercheur découvre un champignon miraculeux, comme c'est le cas de Paul Stamets. Je vous invite aussi à aller consulter, à observer ce que ce monsieur a trouvé. Donc, il a trouvé un champignon miraculeux et puis personne ne le commercialise. C'est con, tu vois, quand on sait que c'est un engrais naturel, non agressif, non polluant, quand on sait que son champignon, il fait aussi antibiotique et que c'est un carburant bio. Bon, tu te dis pourquoi il n'y a pas d'entrepreneurs derrière qui vont aider ce chercheur à commercialiser son invention, enfin sa découverte plutôt, pardon. Voilà, donc c'est important aussi les entrepreneurs dans ce sens-là. Et donc on a pu effectivement créer de nombreuses relations, aussi des personnalités qui ont pu s'associer avec des associations pour essayer de ramener un peu de visibilité. Et puis surtout le retour des gens qui sont présents lors de ces événements, qui font le même constat que nous, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait du bien quand les gens se réunissent juste généreusement comme ça pour se faire plaisir, pour se transmettre, pour échanger les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça fait du bien quand il y a des choses qui sont faites avec le cœur. Voilà. Et je crois que l'association Awake, elle marchait déjà avant d'être née, parce qu'il y avait déjà cet esprit-là d'entraide, d'échange, de partage, de synergie, on va dire, et finalement de rencontre des univers qui n'auraient peut-être pas eu lieu ailleurs, même si on ne le voit pas forcément, et puis c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant. Il y a une richesse humaine qui est là, et ça fait tellement du bien de prendre cette énergie des autres. Et quand on sort des soirées, voilà, on a du mal à aller se coucher, quoi. On est bien, on a la banane pendant plusieurs jours de suite, et ça fait du bien. Donc voilà, continuons à nous rejoindre les uns les autres et à aller vers cet éveil commun, vers cet ensemencement des consciences qui doit se faire, à mon sens, par l'art, par la créativité, dans une forme de douceur. Je pense qu'Aurore, qui est là avec nous, nous ira dans mon sens sur cet aspect-là. Et c'est pour ça que c'est important de passer par le spectacle plutôt que, à mon sens, par la politique, tu vois. Même si, évidemment, on a besoin de tout le monde et que tout est important. Alors, c'est pas tout à fait prendre l'énergie des autres, c'est recevoir l'énergie que les autres te donnent avec leur cœur. Bien sûr. Non, mais quand je dis prendre, oui, on prend, je prends la vie. Que ça donne. Tu vois, voilà. On n'est pas obligé de voir ça négativement. Il y a un échange. C'est-à-dire que chacun prend, tu vois, cette énergie-là en lui, il s'en saisit et ça fait du bien. Voilà. Donc évidemment, on n'est pas là pour piller les gens. C'est au contraire, on est là pour donner. Pas des vampires. Non, voilà, c'est plutôt l'inverse. La dynamique, c'est les gens ne viennent pas ici pour briller. Ils iraient ailleurs sinon. Ils viennent surtout pour donner ce qu'ils ont à donner et qu'ils ne peuvent pas donner par ailleurs, en fait. En tout cas, nous, Lily, on te remercie déjà de donner ce que tu nous donnes toutes les semaines sur la chaîne Miasme TV, parce que c'est vrai que ça nous fait un bien fou et il y a beaucoup de personnes vraiment qui apprécient tes interventions, même s'il faut parfois les réécouter. Mais voilà, on voulait te remercier de tant nous donner
à cette chaîne. Voilà. Merci de me donner l'opportunité, en tout cas de donner très humblement et modestement, même si je sais que parfois j'emploie des mots compliqués, que parfois j'ai un ton qui s'enflamme. Voilà, évidemment, on est toujours en train de cheminer. Hein. Je chemine comme tout le monde et ça sera encore mieux demain. Et voilà, on est des humains. Hein. On est des humains, donc on n'est pas parfait. Parfois, on dit des choses voilà, qui peuvent déplaire à certains. Tant mieux si, en tout cas, on a la possibilité de le faire, parce que c'est une chance aujourd'hui, en fait. Hein. En tout cas, c'est pas Aurore qui va effectivement nous contredire. Donner avec le cœur, ça c'est son truc à Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour tout le monde. Bonjour Salut, Antoine, Aurore. bonjour Lily, salut. Alors Aurore, merci à toi aussi, tu sais, de venir comme ça maintenant, chaque semaine, donner de ton temps et donner ta joie et ta bonne humeur pour partager tes lectures. Et donc ce soir, tu voulais nous parler du Nouvel Inexploré, c'est ça ? Alors oui, c'est en fait, moi je suis une personne qui aime beaucoup, lorsque je regarde pour un magazine, voir un petit peu déjà le visuel, la couverture, parce que je vais m'arrêter sur la couleur, je vais m'arrêter sur le titre, mais c'est aussi un coup de cœur avant tout. Et le magazine Inexploré, donc qui est le numéro 36 et qui est du mois d'octobre, novembre et décembre 2017, a une magnifique couverture avec une magnifique jeune femme avec une robe scintillante. Je pense qu'elle plairait beaucoup à Lily. Une très jolie robe bleue. Alors, c'est vrai que moi, on voit pas grand-chose, hein, mais elle a une magnifique robe, un bustier de soirée avec toutes sa brille. Et le thème de ce numéro 36 d'Inexploré est l'astrologie. Alors, forcément, là, on est vraiment dans le ciel, en tout ce qui brille, dans tout ce qui nous fait rêver. Et voilà, et on parle d'étoiles, quand les étoiles guident nos chemins de vie, parce qu'effectivement, on cherche un petit peu toujours notre étoile. Alors voilà, et c'est souvent le cas lorsqu'on regarde le ciel, on se dit il y a peut-être une étoile qui brille pour moi là-haut dans le ciel. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous fait rêver. Lénie, est-ce que toi tu regardes quelquefois le ciel et tu recherches ton étoile quelquefois? Est-ce que ça t'arrive? Non, mais moi, je voulais être astronaute quand j'étais petite. Je faisais des colonies d'astronomie, et je déconne pas. Donc, je suis passionnée d'astronomie. Et mon rêve, ça serait d'avoir une fusée et de partir dans l'espace, hein, de retourner sur Vénus, hein, Antoine. En tout cas, dans ce numéro d'Inexploré, il y a vraiment beaucoup de choses très très belles. Et moi, j'ai beaucoup aimé une petite phrase de Sébastien Lilly, qui est le directeur de la publication et rédacteur en chef. Et c'est le poète écrivain William Blake qui dit voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Alors ça, c'est magnifique, ça fait vraiment rêver. C'est très poétique, n'est-ce pas, Lily? C'est magnifique, mais William Blake a souvent des phrases magnifiques. Ah oui, complètement. Et alors, pour ce numéro-là, c'est les 10 ans, alors c'est important de le dire quand même, de l'INRS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, hein, parce que voilà. Donc, voilà. Et ils ont fêté leurs 10 ans, là, maintenant, au mois de septembre. Donc voilà, on voit que le temps passe. Et j'aime bien aussi cette phrase de Stéphane Alice qui dit « En se guérissant soi-même, on guérit un peu le monde ». Et moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'il faut partir de soi. Déjà, quand on va mieux soi-même, on peut aller mieux avec les autres. Et si on est mal avec soi-même, avec les autres, ça peut pas se faire, hein, ça peut pas aller. Et les relations ne sont que des relations après qui vont être tendues, dans des conflits, dans des malentendus parfois, dans des choses pas toujours évidentes. Donc je pense que c'est important de commencer à cheminer, à se guérir soi-même, justement pour aller vers les autres et amener cette guérison au monde. Hein. C'est pas Ellie qui va me dire le contraire, hein, je pense non plus. Ben oui. Tu veux rajouter à ça, c'est évident. C'est évident, voilà, complètement, c'est vrai. Alors, c'est vraiment très intéressant l'article, hein, voilà.
entre lui et donc entre Stéphane Alix pardon et Sébastien Lilly pour leur raconter leur histoire, comment ils se sont rencontrés. Ça vaut la peine d'aller lire cet article, c'est très intéressant. Et voilà, donc après, dans ce magazine, comme toujours, comme dans chaque magazine, il y a des choses super intéressantes. Alors moi, je vous laisse découvrir vraiment parce que franchement, c'est vraiment super. Et moi, je me suis plongée dans l'astrologie par rapport à ce magazine parce que c'est vraiment un sujet, moi, qui m'a vraiment parlé. Alors, bien sûr, on va parler des signes. Il y a le signe de terre, de feu, d'air et d'eau. Il y a donc les signes, donc on va parler des signes qui sont plus au niveau d'exprimer les sentiments, d'autres qui vont être plus être dans l'intériorisation, pardon. Et on a toutes les planètes comme Vénus, Lily. Ouais. Ouais. Mercure, Soleil, la Lune, Mars, Jupiter, l'Uranus, Pluton et Saturne. Et on va parler aussi des nœuds lunaires par rapport à un petit peu ce qu'on est venu faire sur cette belle planète, un peu notre mission de vie. Donc, c'est super intéressant. Et bien sûr, on va parler aussi des amours. Est-ce que les amours sont inscrits dans les astres? Alors, je ne sais pas si Antoine et Émilie croient que l'amour est inscrit quelque part dans le ciel. Est-ce que ça vous parle, Antoine et Émilie, les amours écrits dans le ciel? Est-ce qu'il y a un destin? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui va dire que à telle période de notre vie, on va rencontrer telle personne, on va vivre avec, on va se marier, il va se passer des choses? Est-ce que c'est déjà écrit dans le ciel, Antoine et Émilie? Tu sais, je suis pas la bonne personne à qui poser cette question parce que moi ça me rend triste que ça soit qu'il y ait une prédestination là-dessus. Je préférerais pas. Mais sûrement que Lily a un autre avis sur le sujet. Moi, je pense qu'il y a des rendez-vous et que l'amour ne meurt pas. Donc, en fait, l'amour, il survit à la mort, mais parfois, il se cache derrière nos ennemis aussi. Parce que certains, par exemple, certaines rencontres ne vont pas donner lieu à la grande histoire d'amour dont on rêve. Mais il n'empêche que ce rendez-vous-là, avec cette âme-là, avec laquelle on devait régler quelque chose, et qui peut-être nous fait souffrir, eh bien, c'est de l'amour. C'est de l'amour entre deux âmes qui ont décidé de cheminer ensemble, de s'apprendre l'une l'autre, et puis peut-être que dans cette vie-là, il n'est pas prévu qu'on soit ensemble, puisque dans la précédente, on l'était, et que il faut apprendre autre chose. Et donc, moi, j'aime bien imaginer ça comme, voilà, avant l'incarnation, on est là-haut, et puis on se dit, bon, on se donne rendez-vous, ouais, alors bon, tu me laisses un peu de temps quand même, parce qu'il faut que je pâtisse. Dans l'idéal, il faudrait que j'ai un gamin, donc si tu peux arriver plus tôt vers les 40, tu vois, je crois qu'il y a quand même une espèce de timing de programme, quand même, avec des rencontres imposées, qu'on soit d'ailleurs disponible ou pas, qu'on veuille ou pas d'ailleurs les voir, ces rencontres. Et par contre, l'issue, le déroulement de ce qu'il en germe dépend du vivant. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas écrit avant que, ah oui, on va se voir, on va faire des enfants ensemble. Bien que dès qu'il s'agit d'enfants, j'ai mis une réserve sur le fait ou pas de la prédestination, même si j'imagine qu'il y a plusieurs futurs possibles. Tu vois, c'est un très vaste sujet là. Faut pas me lancer là-dedans. Pour synthétiser et faire court, je crois que l'amour est l'univers, est les astres, est les êtres, donc que l'amour est partout et qu'il y a des rendez-vous qui sont là et parfois on... C'est ça, et parfois il y a des rendez-vous manqués. Enfin. Mais est-ce qu'ils sont manqués vraiment? Est-ce qu'au fond, c'était pas prévu que justement dans cette vie-là, on se voit pas? Non, mais c'est justement moi ce qui me dérange dans la prédestination, c'est le fait que ça soit prévu, qu'il soit manqué dans cette vie-là ou réussi dans cette vie-là. Non, ça veut dire qu'il y aurait zéro libre arbitre et vraiment, ça me met super mal à l'aise. Je comprends, je n'ai pas d'avis là-dessus, c'est-à-dire je ne sais pas, moi j'ai mes théories, en tout cas je dirais que il peut arriver qu'une âme, donc s'il y a de l'amour par exemple, décide ou fasse un vœu quelque part, par exemple, toi, je t'ai trop aidé la dernière fois dans notre ancienne vie, du coup, ça t'a pas aidé à grandir. Et donc, tu m'as fait prêter serment en tant qu'âme de ne plus t'aider. Donc, imagine, on se retrouve, c'est la big love story, et tu veux que je t'aide? Là, je te dis non. Tu vas me dire, ah, elle est cruelle, elle est méchante.
Et il y a quelque chose en moi que j'explique pas, qui est plus fort que moi, qui va m'insister à ne pas t'aider, tu vois, voilà, ou à te fuir. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quand même des choses de cet ordre-là, parce qu'on observe quand même que dans les relations karmiques, j'entends, parce que toutes nos relations ne sont pas karmiques non plus, hein, qu'on doit souvent régler des choses, en fait. Hein, genre, ton ancienne femme, elle est morte en couche, tu t'en es jamais remis, bon, on va te la renvoyer sous une autre forme, c'est-à-dire que ce ne sera pas ta femme, elle ne va pas mourir, mais par contre, ça va être une de tes petites copines qui va te maltraiter et que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps comme si elle était morte en toi, tu comprends? Voilà. Donc, moi, je crois un peu à cette idée-là, en tout cas au karma. Mais après, je pense qu'il y a plein de nouveautés et plein de nouvelles choses et qu'on a quand même une marge de manœuvre et qu'on peut encore composer notre futur en fonction de plein de futurs possibles, quoi. Voilà. Ouais, tu vois, Aurore, tu l'as lancé là-dessus, voilà, ça y est. On pourra en faire toute une émission. Non, mais c'est super. J'aime beaucoup ce qu'elle a dit, Lily, et je la rejoins pour beaucoup de choses de par mon expérience personnelle. Moi, par contre, j'avais envie peut-être de rajouter, Lily, à ce que tu as dit. Moi, il m'est arrivé de croiser des personnes dans ma vie, mais comme une étoile filante, et qui a vraiment illuminé mon ciel pendant ce laps de temps. Ouais. Et c'était vraiment ces rencontres, tu vois, qui durent vraiment le temps vraiment d'une étoile filante. Tu la vois arriver, ça illumine le ciel, tu es là, waouh, et puis voilà, elle est partie. Mais en attendant, tu as vécu vraiment un truc très fort et tu emmènes ça pendant très longtemps avec toi. Pendant des années, voilà, croire que ça peut arriver, ça m'est arrivé, et je pense que voilà, c'est véritablement c'est écrit peut-être dans les astres, hein, mais ça reste vraiment des magnifiques étoiles filantes dans le ciel. Donc c'est très très beau, vraiment très beau. Oui, il faut voir le cadeau d'amour des fois derrière le cadeau empoisonné, derrière le coup de couteau, quoi. Parfois, moi je crois qu'au fond tout est possiblement amour et que la gratitude. Que cette âme-là qu'on a croisée ailleurs, là, dans cette vie, elle nous ignore, elle nous traite comme si on n'existait pas. Ça peut être violent, mais au fond, ça nous fait travailler, quoi. Tu vois, on expurge quand même des trucs. Quand on vit ces situations-là, on se dit j'ai cette problématique, j'avais pas vu. Tu vois? Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait comme ça. Ah oui, je voulais simplement dire une chose très importante par rapport à l'astrologie, c'est que qu'on y croit ou pas, moi, on m'a offert il y a quelques années en arrière un thème lorsqu'on est, les planètes sont dans des positions bien précises, qui est vraiment à chaque personne unique. Voilà, moi j'ai mon propre thème, il y a son propre thème, Antoine a son propre thème. Et dans ce thème-là, on y découvre des choses super intéressantes. Donc c'est important de ne pas l'oublier parce que même si on peut être sceptique par rapport à l'astrologie, voilà, si un jour vous avez envie de vous faire plaisir, de vous offrir un thème ou de l'offrir à quelqu'un pour un anniversaire, alors n'hésitez pas parce que vraiment on y apprend énormément de choses. Et après, je ne sais pas si Lily ou Antoine vous êtes fait faire un jour votre thème, mais c'est super intéressant. Ah ouais, moi j'ai le mien, il y a marqué à peu près 10 fois que je suis une révoltée. Donc j'ai trouvé ça assez juste et pertinent, ça m'a assez sidéré, ouais, parce que c'est des thèmes qui font 70 pages quand même. Hein. Mais alors je voudrais juste rebondir un petit truc sur ce que tu dis, pardon Antoine, la compatibilité amoureuse, tu vois, au niveau astrologique. Bon, moi j'ai pu observer différentes situations justement avec différentes personnes et voir qu'il y avait des gens avec qui j'étais super compatible, mais vraiment super, genre 90% de compatibilité, truc de fou, genre mon Vénus il est sur son Mars, mon Mars il est sur son Vénus, enfin tu vois les astrologues qui t'expliquent ça, et d'observer que même si effectivement dans la vie on s'entend parfaitement, il ne suffit pas seulement d'avoir des affinités, il faut aussi avoir des désirs communs, quoi. Et ça c'est pas forcément dans les astres pour le coup. Si une personne a envie de conquérir sa carrière et que l'autre veut se marier, fonder une famille, ils auront beau s'entendre à la perfection, ils finiront pas ensemble. Tu vois? Donc, moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur ces questions-là. Est-ce que l'affinité, c'est un truc de femme, tu vois, de se dire, il y a ce feeling, il y a cette connexion avec l'autre. Et dans mon parcours d'évolution comme ça, relationnel, je m'interroge de plus en plus sur faut-il ou non
en fait être en quête de cette connexion, puisqu'au fond, elle n'est pas suffisante à ce que la relation s'épanouisse. Mais ce que tu dis dans cet article-là, justement, à un moment donné, elle dit, cette personne qui parle donc de la rencontre amoureuse, hein, est-ce que les amours sont-elles inscrites dans les astres? Elle dit une chose, il n'y a pas de rencontre idéale, en réalité, seulement des résonances à un instant T, un instant précis, et aussi le vouloir à un moment donné faire l'expérience ensemble, vivre cette expérience à deux. Être à un moment donné d'accord de dire, OK, là maintenant, je fais en sorte que cette expérience puisse être vécue pour un long moment. Et j'y mets du mien, tu mets du tien, et ensemble, on décide de se prendre par la main, d'avancer dans la même direction, en regardant vraiment dans la même direction. En étant d'accord de faire ce travail ensemble, en disant, OK, là, je suis d'accord de faire ça avec toi, et tu es d'accord de faire ça avec moi. Donc là, il y a réellement quelque chose qui peut se mettre en place, mais dans la volonté de vouloir réellement faire quelque chose, construire quelque chose à deux. Et c'est vrai que parfois, les signes ne suffisent pas. On peut avoir un signe qui s'entend bien avec un autre signe, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement, pour faire qu'une relation dure dans le temps et qu'elle puisse vraiment s'épanouir, ou qu'on puisse réellement s'investir totalement dedans. Voilà, avec notre cœur. Hein. Je pense que le cœur revient beaucoup ce soir, hein, le cœur. Hein. Tout à fait. Bon, bah, écoute, voilà, c'est le dossier central du nouveau magazine Inexploré de ces 2 mois-ci. 3 mois, Antoine, 3 mois, c'est le 3 trimestre mois, qui vient. oui. Oui, c'est octobre, novembre et décembre, jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y aura D'accord. un numéro 37 en janvier 2018. Et oui, déjà, on passe à nouvelle année. Ça va très vite. M'en parle pas, ça va très vite. En tout cas, Aurore, on te remercie d'être passé nous en parler. Et puis, bon, on va te dire à la semaine prochaine pour un nouveau magazine, ou pas. Je ne sais pas si tu as prévu de passer la semaine prochaine. Mais si tu veux passer, tu es la bienvenue. Merci beaucoup, Antoine, c'est très gentil. Merci. Merci, Aurore. Merci, Lily, c'est très gentil. Merci à tout le monde. Bon, ben, mesdames, voilà, notre émission se termine. Alors, je voulais finir ce numéro 67 sur un sujet alors, très bref. En fait, je veux rendre hommage à quelqu'un qui a disparu au mois d'août, qui était quelqu'un que j'avais rencontré sur Facebook. Peut-être que vous le connaissez, il s'agit de Yves Landau. Et ce que j'ai trouvé très triste, en fait, c'est que son décès, il est décédé relativement jeune, hein, il avait 42 ans, n'a pas été annoncé. C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait des gens qui commençaient à s'interroger de ne pas avoir de ces nouvelles. Donc j'ai fait une petite recherche bêtement sur Internet et j'ai trouvé effectivement sa nécrologie. Alors, ce que je trouve triste, c'est que les gens arrivent à disparaître comme ça, qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de ghost in the shell sur Facebook, ou qui sont toujours là, mais qu'en réalité, il n'y a plus personne derrière. Et puis voilà, c'est que finalement, on n'est rien, hein, on est juste du numérique, et puis derrière, il n'y a personne qui prend la peine de prévenir. Voilà. Et donc, je voulais lui rendre un petit hommage, parce que c'était quand même quelqu'un, même si c'était un peu fou, même si c'était un petit peu particulier. Je crois que c'était le premier avec qui on avait fait la première rencontre hors du commun avec Valerio, donc ça date déjà. Et je voulais finir avec une petite vidéo que j'ai trouvée sur sa page, voilà, où il parle de lui pendant 2-3 minutes, et puis bon, je trouvais sympa de lui rendre ce petit hommage. Voilà. Putain, ça m'a fait des frissons tout le long là quand t'as parlé de ça. Wow. En plus, Antoine, Yves Landau, c'est quelqu'un qui... J'avais fait une conférence à l'époque avec Laure et Nadia, où il s'était passé beaucoup de choses pendant cette soirée, avec mon ressenti, avec les gens qui posaient des questions et tout. Et il m'avait laissé il m'avait envoyé un mail, et puis j'avais trouvé très touchant ce qu'il avait écrit, donc ça m'avait beaucoup touchée, effectivement. Donc je suis très triste d'apprendre ça, parce que effectivement c'est une personne qui a croisé mon chemin, et effectivement ça fait vraiment bizarre d'entendre ça et de se dire que on peut comme ça disparaître sans que personne prenne conscience, viennent à savoir qu'on n'est plus là, qu'on est parti, qu'on est de l'autre côté. En tout cas pour moi, c'est ce que moi je ressens, qu'on a passé de l'autre côté, mais que ça reste pratiquement complètement comme si ça n'était rien passé.
voilà, il n'y a rien qui s'est passé réellement pour dire à la personne, voilà, elle est partie, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien qui... Voilà, alors que c'était quelqu'un qui était quand même connu, qui avait plein de gens qui le connaissaient. Il avait quand même beaucoup de monde qui était sur sa page Facebook avec lui. Donc, je suis un petit peu étonnée que personne n'ait réagi par rapport à ça. Mais écoute, voilà, mais ça me conforte ce que tu dis. Effectivement, ça va dans ce sens-là. Où j'espère que voilà, faire prendre conscience aux gens que cette notion d'ami Facebook, c'est vraiment très illusoire et qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'elle devienne véritable, cette notion d'ami Facebook, et finalement n'avoir que des amis dans ces amis Facebook et des gens qui pensent à vous et puis qui prennent soin de vous. Voilà. Mais c'est très important et je dirais qu'on est malheureusement dans le monde virtuel sur Facebook et qu'il ne faut pas l'oublier, que la vraie amitié, c'est dans la vraie vie, malheureusement. Et que même si on a des affinités avec certaines personnes sur Facebook, mais ça reste réellement un monde virtuel. Et ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il ne faut pas, voilà, de temps à autre, aller peut-être vers quelqu'un, laisser un message gentil envers la personne, dire, ben voilà, je pense à toi, même si on se connecte uniquement sur Facebook, mais on est quand même des êtres humains, même si on est juste devant un écran. Et que cet écran-là, peut-être, c'est aussi une façon de communiquer, parce que sans ça, on ne pourrait pas communiquer. Et qu'on va essayer quand même d'ouvrir son cœur à la personne et de temps en temps de lui faire un petit coucou. Ça prend 2 minutes de lui dire, écoute, je pense à toi, j'espère que ça va bien dans ta vie. Puis je te fais un petit smile comme ça pour dire, voilà, tu es là, je suis vivante et tu es vivant et nous sommes là. On est dans cette relation quand même. Et on sort simplement du cadre de amitié Facebook, mais on va au-delà de ça. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 10 000 amis sur Facebook si on n'est pas capable de temps à autre de faire un petit signe. Je pense que c'est important aussi. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Alors, ce que vous dites, je voudrais juste réagir moi aussi un petit peu, mais évidemment, ce que vous dites a du sens. Hein. Après, bon, j'essaie toujours de trouver les circonstances qu'on ne voit pas, tu vois. Bon, d'abord, quand tu es une personnalité publique, que tu donnes des conférences, etc., c'est vrai que bon, Facebook est un outil pour communiquer hein, et diffuser ces prises de parole. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis Facebook, ce ne sont pas des amis. Je pense que les personnalités qui prennent parole le savent. Hein, bon, voilà. Après, sur le fait que ce ne soit pas annoncé sur Facebook, on peut imaginer, alors moi j'ai eu déjà des cas comme ça de connaissances dont la mort a été annoncée sur Facebook. Évidemment, c'est choquant, il vaut mieux que ce soit annoncé parce que comme tu dis, Antoine, les gens du coup ne sont pas au courant. Et c'est le problème de ces personnalités qui sont à mi-chemin entre la notoriété et pas la notoriété, tu vois, c'est-à-dire qui sont dans des notoriétés parallèles, dans des circuits parallèles. Parce qu'évidemment, c'est pas TF1 qui va annoncer leur mort. Voilà. Et en même temps, la famille, surtout sur des personnes jeunes comme ça, qui meurent peut-être de manière précipitée, soudaine, on peut imaginer le choc, tu vois. Donc le mec, il a peut-être pas pensé à aller dire ça sur Facebook. Et puis peut-être que la famille s'en fout. Que les gens de Facebook, tu vois, pour eux, c'est justement pas des amis. Tu vois, peut-être qu'il avait un compte privé, on ne sait pas. C'est pas forcément, en tout cas, le signe que ça n'intéresse personne. C'est ça que je veux dire. Ni que il n'avait pas d'amis. Mais qu'en tout cas, peut-être, les amis proches qu'il avait n'ont pas eu soit la possibilité, parce qu'il faut-il avoir les mots de passe, tu vois, se connecter sur le compte de la personne, soit n'y ont pas pensé, ou n'ont pas eu le courage, tu vois, peut-être, je sais pas. Voilà. Toujours est-il que c'est toujours triste d'apprendre évidemment la disparition d'une personne, surtout quand tu l'apprends et que cette disparition a eu lieu déjà depuis un certain temps. C'est tout à fait ça. Bon, en tout cas, voilà. Je voulais rendre ce petit hommage à mon poteau Yves, avec qui on avait bu une bière en parlant d'ailleurs de son immortalité, et j'espère qu'il n'avait pas tort et que son âme est bel et bien immortelle. Allez, à toi Yves, et ciao ciao à tous. Bonjour, je m'appelle Yves Landau. Alors Yves Landau, c'est comme Martin Landau, qui a joué dans Cosmos 99, c'est comme Joe Landau, qui est le mari de Dr. Queen, et c'est aussi comme Lando Calrissian, celui qui vend des croiseurs interstellaires avec Han Solo, Harrison Ford, interprété dans Star Wars. Alors en fait, si je te fais cette vidéo, c'est parce que ton projet me plaît, quel qu'il soit, court-métrage, que ça soit un long-métrage, que ça soit une épreuve artistique, que ça soit ce que tu veux. En tout cas, voilà, déjà tu as ma présentation.
Pour les courts-métrages qui sont pas payés, c'est-à-dire si t'es fauché, si t'es étudiant, je comprends. Un minimum de défraiement, si tu veux, c'est le minimum, ce que je requiers, en tout cas, si je viens participer à ton projet. Alors t'inquiète pas, hein, ça sera pas en VLC. VLC, mais c'est n'importe quoi. VLC, c'est le truc de lecteur vidéo. Non, en VTC, véhicule avec chauffeur. En VTT, mais là, ce sera un peu plus long. Et puis en TGV. Enfin, les B, les T, les G, tu vois. Voilà, donc, quoi te dire d'autre que je suis disponible. Si tu veux avoir des infos, Yves Landau. Alors, Yves Landau, à l'anglais, tu fais Yves Landau. C'est comme tu veux, avec D-E-A-U. Pas comme un Lando, quoique au début, ça commence comme ça. Ça finit, je ne sais pas comment. Enfin, c'est on s'en fiche. Donc voilà, Yves Landau. Donc si tu es intéressé, tu as mon profil, tu as mon mail, tu as mon CV, tu as une autre vidéo, le petit court-métrage là, tu vois, c'est arrivé demain. Et puis si jamais tu n'es pas intéressé, eh ben, je te souhaite bon courage, bonne chance pour tes projets, et je te souhaite longue carrière et longue vie à toi.